Bonjour, Gaël Bourgoin, au département de la Savoie. Je travaille au service risque naturel du département à la direction des infrastructures et des routes de la Savoie. Donc en Savoie, on a à peu près 3000 km de route et on dit qu'on a 1000 km de route au-dessus de 1000 mètres d'altitude. Donc on a un réseau globalement très montagneux avec beaucoup de problématiques. Et ça fait maintenant à peu près une quinzaine d'années qu'on travaille avec des solutions de génie végétal. Donc on commence à avoir un petit peu de recul sur ces différentes solutions et puis sur des sites qui sont maintenant en place depuis quelques années. Donc je vais vous faire un petit panel de ce qu'on a expérimenté chez nous. Et puis je vais essayer de vous parler des difficultés, des avantages qu'on a pu trouver. Ça fonctionne. Donc je vous passe quelques exemples du coup de protection par avalanche, quelques exemples de protection de glissement de terrain superficiel. Donc c'est des choses qu'on a déjà vues un petit peu ce matin, qui ont été balayées. On n'a pas réinventé le monde. Vous verrez des choses qu'on a déjà parlé. Je vous parlerai un petit peu d'entretien parce que c'est quelque chose qui nous paraît vraiment primordial. Et puis les petits messages à retenir. Donc sur la stabilisation du manteau neigeux par reboisement par avalanche. Donc j'ai vu qu'il y avait une autre présentation sur le sujet, donc je ne vais pas trop m'étendre parce que je pense qu'on va parler de la même chose. Il y a de fortes chances. Juste pour vous donner un exemple chez nous, donc c'est la route d'accès à Notre-Dame-de-Bellecombe. On aperçoit la route en bas, où on a donc cette problématique de coulée de neige récurrente, donc qui nous pose des problèmes de risque pour l'usager, mais aussi d'exploitation. Donc on voit qu'on est vraiment en milieu forestier, donc le reboisement par avalanche, comme ça a été dit ce matin, l'idée c'est vraiment de stabiliser le manteau neigeux en zone de départ. Donc il faut bien comprendre pourquoi on le fait et où on le fait. On ne va pas faire du reboisement par avalanche à 3000 mètres d'altitude, ça ne fonctionnera pas. Enfin, il va falloir attendre encore 50 ans peut-être, on y arrivera. Du coup, l'idée c'est donc de reboiser, donc on plante des arbres qui sont globalement petits et protégés par des trépieds en bois en petites zones collectives. Donc vous voyez sur la photo du bas la zone qui a été traitée. Donc on a traité que la zone supérieure parce que on avait des conflits d'usage, notamment parce que c'est des terrains qui sont utilisés pour le pâturage. Donc ça fait partie des points qui peuvent être problématiques aussi. Par contre, on voit sur la photo que du coup on a vraiment réduit les événements qui se produisent et depuis on n'est plus embêté. Donc là, la première photo d'en bas, c'était juste après travaux. La dernière photo que je vous affiche, c'est une photo récente qui doit être de l'hiver dernier ou celui d'avant. Donc on voit en 10 ans la pousse des plants qui est vraiment visible et qui prend le relais des trépieds en bois. Donc sur les trépieds en bois, il y a différentes cultures qui existent, différentes religions, on peut dire. Donc on parle de trépied à la française, trépied à l'italienne. Alors je ne sais pas si la différence est visible au premier coup d'œil, mais il y a une histoire de est-ce qu'on met 2 rondins en bas et un en haut ou l'inverse. Nous on s'est amusé sur un site à faire moitié-moitié. Là sur le site du bas, on a fait moitié l'un, moitié l'autre pour voir. Concrètement sur l'efficacité, on n'a pas vu de différence. Sur la mise en place, bon, il y a une petite préférence chez nous sur les trépieds à la française, mais je pense que c'est très culturel aussi. Ça dépend de ce à quoi sont habitués les ouvriers. Donc voilà, on n'a pas conclu sur une méthode par rapport à une autre, quoi. Et puis pour vous montrer ce que ça peut donner après quelques années, donc ça c'est un reboisement qui a donc sur les photos de gauche, ça vient d'être planté, donc c'est des plants qui font quelques centimètres de haut et une dizaine d'années après, donc on voit que les plants prennent rapidement le dessus. Voilà pour le reboisement par avalanche. Petit point sur la stabilisation par grumes anti-reptation. Alors les grumes anti-reptation du manteau neigeux, donc ça ressemble à ça. C'est pas un site qui est chez nous sur les routes, mais c'est à Val d'Isère en Savoie. Donc l'idée c'est de bloquer donc les reptations, c'est les mouvements du manteau neigeux où le manteau neigeux part sur l'intégralité de sa hauteur. Et donc c'est pour insister sur bien comprendre qu'est-ce qu'on fait, quel phénomène on cherche à traiter.
Donc là, c'est vraiment sur ces phénomènes-là qu'on va être efficace et on n'aura pas d'effet sur des coulées de neige qui partent sur des couches fragiles intermédiaires. Si là, vous avez 1 mètre de neige avec une couche fragile qui se forme dessus et une chute de neige ultérieure, là, voilà, on n'aura pas d'effet sur ce phénomène-là. Donc voilà, là, un exemple de talus avec des réptations de neige. Donc on voit le manteau neigeux qui attaque à glisser, et on voit que ça part vraiment au sol. Et puis du coup, un petit contre-exemple chez nous, donc où c'était le début chez nous, on n'avait encore pas bien compris le fonctionnement de ces ouvrages-là. Et donc on avait installé ça sur un talus, et où, bon, là vous voyez sur la photo une coulée de neige donc, qui est partie neige sur neige sur une couche intermédiaire, et du coup là les rondins n'ont pas eu l'efficacité escomptée, non pas parce que ça ne fonctionne pas, mais parce qu'on n'avait pas bien anticipé la solution par rapport au risque auquel on voulait se protéger. Donc ça c'était pour la neige. Ensuite on a aussi donc, quelques exemples de stabilisation de glissement superficiel. Par lit de Plançon, alors je vous ai fait quelques images d'avant-après et puis ensuite quelques images de chantier pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Donc là on est en moyenne sur la route des Albiers, donc où on voit ce talus qui bouge superficiellement. Et sur la photo d'après, quelques années après, où on voit qu'on est vraiment sur il n'y a plus de sujet quoi, pour nous au niveau routier, on a vraiment traité le problème. Donc j'insiste sur le traitement du glissement superficiel. On fait plein de choses très, très, très bien avec du génie végétal. Après, il ne faut pas espérer bloquer un glissement profond avec ce genre de technique, quoi. Donc sur le principe du lit de Plançon, je vous ai mis un petit schéma de principe. Donc ça consiste à faire des rangées de pieux vivants, donc qui sont du sol, hein, qui vont ensuite rejeter et prendre le dessus sur le terrain. Donc sur ce chantier-là en question, donc on avait une butée de pieds en génie civil. Donc ça a été bien évoqué ce matin, quoi. Le mariage génie civil, génie végétal fonctionne très bien. On a des fois besoin d'un peu de génie civil pour nous aider à avoir une solution pérenne en génie végétal au-dessus. Et sur le montage des lits de Plançon, donc là on est sur le démarrage des ouvrages, et le chantier finit un peu plus tard, où on a monté 4 étages de lits de Plançon qui vont bien reprendre ensuite, et le chantier terminé, ça donne ça. Et donc quelques années après, vous avez vu ce que ça pouvait donner. Stabilisation par fascine, donc ça a aussi été évoqué ce matin. Donc ça c'est le premier chantier qui a été fait chez nous. Donc c'était la route d'accès aux Arcs, donc en Tarentaise, donc là on est sur un talus aval où on avait une érosion marquée. La petite photo en encart, on ne voit pas très bien, mais on avait des vieilles protections de grillage plaqué. Alors plaqué, plus ou moins plaqué, parce qu'on imagine, on devine les ancrages de plaquage là, qui sont complètement sortis au bout de quelques années. Donc c'était un site qui nous posait vraiment problème. Et voilà, donc le même site, on aperçoit en point de repère l'enrochement sur la droite de la photo. Le même site 15 bonnes années après, où on voit que ça a vraiment complètement changé de configuration et qu'on est maintenant sur une solution stabilisée sur du long terme. Donc on n'a pas traité la partie de gauche parce que la route s'éloigne à cet endroit-là. On a vraiment traité que la zone sur laquelle notre route est implantée. Donc le principe des fascines, donc des pieux vivants autant que possible qui sont foncés dans le sol, pardon. Des pieux de saule foncés dans le sol, on va y arriver. Des petites terrasses pour permettre la reprise de la végétation et le fascinage en saule, donc le tressage qui est aussi du tressage vivant qui permet une meilleure reprise.
Du coup, voilà le chantier en cours de réalisation. Donc, c'est des travaux qui se réalisent quand même beaucoup manuellement. Ça peut, selon la configuration, être mécanisé, mais globalement, c'est quand même des travaux qui restent qui demandent de la main-d'œuvre et qui sont peu mécanisables. Voilà les fascines en cours de pose. Et puis, donc, quelques images de l'évolution. Donc là, c'est la première image, c'est juste une fois le chantier terminé. Là, on voit les saules qui rejettent bien quelques années après. Et puis, comme je vous le montrais tout à l'heure, 15 ans plus tard, il y a une reprise vraiment naturelle qui s'installe. Donc, on a recréé des sols et on recrée des terrains favorables à la reprise naturelle. Donc, les arbres, ce n'est pas des arbres qu'on a plantés, il y en a un certain nombre qui sont venus s'installer tout seuls parce qu'on a recréé une zone propice à leur installation. Un petit chantier qu'on a réalisé il y a 2 ans maintenant, donc c'est une stabilisation par Grattaviva cette fois-ci. Donc ça, c'est des techniques qu'on a piquées entre guillemets aux Italiens, d'où le nom à consonance un petit peu italienne. Donc là, on est sur la route d'Axeatine où on avait ce grand talus qui nous pose des problèmes récurrents d'exploitation, donc glissement superficiel avec dès qu'on a de la flotte ou de la neige qui font des problèmes d'exploitation sur la route. Pour vous donner une idée de l'ampleur du talus, sur la gauche, on voit une galerie par avalanche, donc qui fait à peu près 4-5 mètres de haut. Donc c'est un talus qui fait une bonne vingtaine de mètres de haut. C'est quand même un talus qui est haut. Et du coup, qu'on a traité en 2 parties. Donc la partie basse qui a été traitée en Grattaviva et la partie haute qui a été traitée en solution plus classique. Donc j'ai vu ce talus en photo passer ce matin. Je me suis dit, c'est mon talus. Donc la Grattaviva, ça consiste en quoi? Donc on avait là aussi besoin d'une butée de pied. Donc là, on a choisi de la faire avec un système de caisson bois classique. Et ensuite, on vient en fait créer une sorte de grille en bois, donc avec donc c'est du mélèze, des troncs de mélèze, donc ils faisaient à peu près 12 mètres de haut là, donc c'est pour ça qu'on a traité la partie basse du talus. On ne voulait pas traiter tout le talus parce qu'on avait un peu des incertitudes sur la tenue en partie haute si on avait dû faire 2 étages, quoi. Donc on vient monter cette grille en bois donc avec des troncs verticaux, puis des troncs horizontaux, qui sont fixés entre eux. Et dans 1 carré sur 2, en fait, il y a un pieu qui vient ancrer cette grille au sol. Hop. Donc là, vous voyez la grille qui est à peu près terminée. Il y a un pointeur là. Donc vous voyez ici un pieu d'ancrage. Donc il y en a un ici, il y en a un ici, il y en a un ici. Donc qui permettent de fixer la grille. Elle est ensuite remplie de terre végétale. On est venu mettre par-dessus une toile coco pour maintenir tout ça, et puis ensuite végétaliser. Donc végétaliser, on a à la fois planté des arbustes et à la fois fait de l'hydroseeding. Donc pour ceux qui posaient la question ce matin, là c'est une machine d'hydroseeding en cours de travaux. Donc vous voyez à quoi ça ressemble. La projection est en cours. Et on aperçoit dans le petit encart, donc dans chaque carré, on est venu planter de la végétation arbustive. Voilà pour les petits travaux que je voulais vous présenter. Je voulais insister un petit peu sur l'entretien, parce que c'est quelque chose qui nous paraît important pour que ça fonctionne bien. On pense vraiment que l'entretien sur les premières années, c'est quelque chose à ne pas louper. Et c'est quelque chose auquel on n'est pas habitué. Nous, en tant que routiers, on fait des ouvrages de génie civil et l'année d'après, on les oublie. Là, c'est des ouvrages qui demandent un suivi, qui demandent de repasser dessus. Et c'est vraiment dommage de perdre un site parce qu'on n'a pas été vigilant et qu'on a laissé passer une année sans s'en occuper, entre guillemets. En sachant que l'entretien, contrairement à des ouvrages de génie civil, on va y passer un peu de temps sur les premières années, mais après, dans l'évolution de vie du site, ça va beaucoup diminuer, voire complètement disparaître. Sur les sites un peu anciens que je vous ai montrés, on n'y met plus les pieds maintenant, quoi. Je vous ai mis 2 petites photos en illustration. Vous voyez des plans
qui au bout d'une année, on se rend compte qu'ils ne sont pas en grande forme, donc ça vaut le coup de faire des regarnis. Une petite photo que je trouvais rigolote aussi de reboisement par avalanche après l'hiver. On voit dans le sens de la pente dans lequel ça se passe. Donc là, les arbres sont suffisamment grands pour s'en sortir tout seuls. Hein, c'est ce qui donne la forme caractéristique de crosse des arbres dans la neige. Mais quand ils sont tout petits, ça peut valoir le coup de les bichonner un petit peu. Donc voilà, relevage des plants, traitement contre l'abrutissement, ça fait aussi partie des problèmes un peu récurrents. Donc on plante des fois des jolis garde-manger pour la faune locale, donc il faut quand même être vigilant à ça. Donc on a testé plusieurs solutions alors soit de clôture, mais les clôtures, quand on a de la neige, c'est souvent problématique, soit de traitement avec des produits répulsifs sur les plants par exemple. Du regarni les premières années si la végétation n'a pas suffisamment pris. De l'arrosage, on l'a mis quelques fois en place, notamment quand on a des périodes de sécheresse sur des chantiers très récents. Ça peut valoir le coup de prévoir un petit arrosage les premiers temps. Voilà, puisque ce que je vous disais, bien avoir en tête que dans le temps, l'entretien il diminue, donc ça vaut le coup de mettre le paquet au début. Ensuite, on est tranquille. Donc, dans les petits messages à retenir, je voulais insister sur bien évaluer ce qu'on cherche à faire, bien voir si la solution est appropriée. C'est des solutions qui sont vraiment très intéressantes et efficaces, mais il faut bien les mettre en adéquation avec le problème à la base. Favoriser les espèces locales aussi, donc effectivement, quand on a autour un environnement qui fonctionne naturellement, on se rend compte que c'est en privilégiant ces espèces-là que ça fonctionne bien. Dans l'évaluation de la solution, c'est aussi quelque chose sur lequel je pense que c'est important d'insister, c'est des solutions qui sont un petit peu nouvelles pour un certain nombre d'entre nous, et notamment pour les gens qui nous conseillent, donc les bureaux d'études par exemple. Et on a intérêt à les faire connaître et on a intérêt à demander à nos bureaux d'études qui nous proposent ce genre de solutions en comparaison à d'autres. Parce que si on ne les connaît pas, on ne va pas les mettre en avant. Et c'est un peu le cercle vertueux à mettre en place. Dans les comparaisons de solutions, on pense qu'il est important de bien valoriser la durée de vie de l'ouvrage, donc qui est avec un ouvrage bien pensé, on a des durées de vie bien supérieures à un ouvrage de génie civil. La diminution de l'entretien avec le temps, le bilan carbone, ça nous semble des éléments importants à mettre en avant. Surtout que souvent le coût d'investissement il est quand même un petit peu supérieur à des ouvrages de génie civil, notamment dans les solutions que je vous ai montrées, dans les comparaisons de coûts qu'on a pu faire. Et l'argent, ça reste quand même le nerf de la guerre, donc il faut qu'on arrive à faire comprendre que le coût d'investissement, ce n'est pas le seul coût à prendre en compte. Il faut essayer d'avoir une vision plus large pour valoriser ces solutions-là. L'entretien, moi j'en ai déjà parlé largement, mais voilà, à pas louper sur les premières années. Le suivi régulier aussi, et puis être vigilant aux situations un peu extrêmes, notamment les périodes de sécheresse qui ne sont jamais très, très favorables à la végétation. On a parlé un peu des maladies qui pouvaient aussi toucher les boisements ce matin. Je pense que c'est important de prendre ça en compte. Et puis, un petit point sur la communication. Nous, le retour qu'on a chez nous, c'est que les élus et les usagers ont quand même un regard très favorable sur ce genre de travaux. Et si vous avez l'occasion d'en faire, c'est plutôt valorisant de communiquer dessus, parce que les retours sont quand même très positifs. Donc, faut pas se priver d'en parler, ça passe en général très bien. Petit point pratique pour finir, nous au niveau du département de la Savoie, on a choisi de fonctionner avec un marché à corps cadre à bon de commande. Donc du coup, ça nous permet d'avoir une sorte de boîte à outils de toutes ces solutions qu'on peut appliquer ensuite sur nos chantiers sans refaire une consultation à chaque travaux. Donc on a cette boîte à outils qui est bien pratique. Donc ça fait maintenant
6 ou 7 ans qu'on a marché avec l'ONF, qui a été renouvelé plusieurs fois, mais qui est du coup une application pratique pour nous en tant que maître d'ouvrage pour pouvoir facilement utiliser ces techniques. Voilà ce que je voulais vous partager. Merci beaucoup. Donc, le moment des échanges, si vous avez des questions. Oui. Boris Delmas, du BRGM. Oui, je pense que la réponse a été partiellement dite, mais justement, nous, on a des difficultés pour trouver des bureaux d'études, des maîtres d'œuvre ou des entreprises qui sont en capacité de réaliser ce type de solution. Et donc là, si j'ai bien compris, c'est l'ONF qui réalisait, qui était l'entreprise, c'est ça? Oui, c'est ça. Et en maîtrise d'œuvre, est-ce que vous avez trouvé des bureaux d'études qui sont compétents dans ce type de solution? Oui, donc je reprends pour tout le monde. Donc là, c'est effectivement l'ONF dans le cadre de notre marché à bande commande, en sachant qu'on a quand même d'autres entreprises qui répondent sur nos appels d'offres. Il se trouve que c'est l'ONF qui a été retenu, mais ce n'est pas les seuls à répondre, il y en a d'autres. La maîtrise d'œuvre, pour le moment, nous, on fait de la maîtrise d'œuvre interne sur ces sujets-là. Après, dans notre marché, on a une prestation de conseil, notamment pour la définition du type de travaux. On s'appuie sur l'expertise de l'entreprise pour nous aider à bien retenir la solution adaptée. Et après, effectivement, sur les bureaux d'études plus géotechniques, on les sensibilise, mais voilà, ça vient petit à petit. Ils ne sont encore pas forcément très, très sensibilisés à ces techniques-là. Mais ça progresse. Oui, pour compléter, il y a un groupement professionnel qui s'appelle l'UPGE, l'Union professionnelle du génie écologique, et qui rassemble différents types d'entreprises spécialisées dans ce type de solutions, donc aussi bien des bureaux d'études que des gens plus de terrain. Et ils ont aussi beaucoup de ressources qui sont disponibles sur leur site internet, notamment pour la rédaction des cahiers des charges. Merci. Oui, il y avait... Oui, André Levette, INRAE. J'avais une question sur... donc c'est super de voir ça. Effectivement, j'avais visité celui de Tignes avec l'ONF. Ma question, c'est de savoir, vous avez une grosse expérience, vous avez fait beaucoup de choses. Est-ce que vous faites du suivi un peu quantitatif et suivi, je dirais, bancarisé? Est-ce qu'il y a des données disponibles? Voilà. Et est-ce qu'on peut échanger là-dessus? C'est un peu l'idée. Merci en tout cas. Donc jusqu'à présent, on fait un suivi interne de nos chantiers, effectivement, pour voir comment ils évoluent, mais on n'a jamais formalisé effectivement ce suivi. Donc pour le moment, on n'a pas de données formalisées à transmettre. Après, on est tout à fait ouvert à échanger avec qui veut sur notre retour d'expérience, mais voilà, on n'a pas formalisé ni de documents diffusables sur le suivi de nos sites. Merci. Gilles Pirot, Irma. Est-ce que vous utilisez ces solutions pour des travaux neufs d'infrastructure? J'ai une RD à passer à 4 voies, 2 fois 2 voies, j'ai de la protection à faire, ou est-ce que ce n'est pas encore rentré dans les mœurs? Alors, les travaux neufs d'infrastructure, c'est plus trop ce qu'on fait maintenant, en fait. Travaux neufs d'infrastructure, on en fait vraiment on en fait vraiment très peu de travaux neufs. Donc voilà. Oui, Estelle Martin, Grenoble Métropole. Est-ce que c'est possible d'avoir des éléments de montant de travaux, des exemples qui ont été présentés? Peut-être sur un ou deux. Alors, les montants de travaux, si je vais sur le site de reboisement par avalanche, par exemple, que je vous ai montré au début, j'y reviens vite fait. Ah, c'est un peu long, pardon. On devait être sur...
C'était celui-là. Sur un site comme ça, on est sur de l'ordre de 50 000 € de travaux à peu près. En sachant que c'est des travaux qui datent d'il y a une bonne dizaine d'années, donc il y a peut-être un peu d'évolution de prix depuis. Sur le site de Tignes, où on était, sur ce talus-là, donc qui a été traité en 2 ans, donc on a traité en 2 phases. Donc sur l'intégralité du chantier, on est de l'ordre de 300 000 €. Donc c'est quand même relativement coûteux, il faut l'avoir en tête. Et du coup, j'ai oublié votre question. Comment convaincre les élus? Voilà. Alors, voilà. Ce que je disais, les élus sont quand même sensibles à ce genre de méthode. Et donc, pour les convaincre, il faut leur montrer que ça existe. Il faut leur expliquer qu'effectivement, il y a peut-être un petit surcoût d'investissement, mais que globalement, sur du long terme, on s'y retrouve. Après, ils sont quand même vraiment sensibles, nos élus, en tout cas chez nous, au développement durable. C'est quand même des thématiques très, très actuelles. Et on n'a pas de difficulté à les convaincre. Nous, on y arrive quand même facilement. Merci. Oui. Oui, Bertrand Breil, la Cléda. Donc moi, c'est pas vraiment une question, mais c'est plutôt une observation. Je me demandais si, au vu de ce qui nous a été présenté, en tout cas sur certains sites, il fallait encore laisser courir le préjugé qu'une solution bois ou nature est plus fébrile ou moins costaud qu'une solution en génie civil strict, quoi. C'était une remarque, il n'y a pas de réponse. Mais je suis d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Vanessa Cognesny au bureau d'études Albiorisque. Je voulais savoir du coup quelles espèces locales vous utilisez. Enfin, qu'est-ce que vous avez eu l'occasion de mettre en place? Si vous variez les espèces sur un même site ou c'est plutôt monospécifique? Du coup, ça dépend beaucoup du type de travaux, mais sur du reboisement par avalanche, par exemple, on va vraiment regarder ce qui naturellement pousse autour. Donc on est beaucoup sur de l'épicéa. Dans certains cas, on est sur du pin ou quelquefois des espèces de feuillus aussi, même si l'efficacité est moindre sur le manteau neigeux. Après, sur tout ce qui est fascinage, on va privilégier des espèces de saules locales, notamment quand on est en altitude. Alors moi, je ne suis pas experte, je ne vous donnerai pas le nom latin qui va bien, mais il y a des saules adaptés à la haute altitude qui fonctionnent bien. Sur tout ce qui est arbustif aussi, on va vraiment... Voilà, sur Tignes, on a par exemple des espèces de genévriers ou du raisin d'ours ou voilà, de la végétation arbustive qui, on sait que localement, elle fonctionne dans le secteur. Merci. Il y a 2 questions en ligne. Alors, Géraldine Béréouk, DDTM 29. Est-il possible pour le CD de communiquer son CCTP et bordereau des prix de marché à bon de commande? Donc CCTP, cahier des charges, BP, bordereau des prix, pour ceux qui ne maîtrisent pas les marchés publics. Donc on peut transmettre notre cahier des charges et notre bordereau des prix. Après, on ne transmet pas les prix, de l'entreprise, mais on peut transmettre nos trames de cahier des charges et de bordereau des prix. Il n'y a pas de problème. Vous m'adressez un mail et je vous envoie ça. Et Sandrine Boudot, y a-t-il des limites à l'utilisation de ces techniques, par exemple pente, hauteur de talus? Alors ça va dépendre de la technique utilisée. C'est pour ça je pense que c'est important d'avoir une petite étude préalable pour bien définir la solution retenue. Sur l'exemple qui est à l'écran de Grataviva, donc je disais nous, on s'est limité à la longueur d'un rondin, en fait, d'un tronc d'arbre, en gros. Donc c'est pour ça qu'on s'est limité à 12 mètres et qu'on n'a pas voulu aller au-delà. Après, sur les techniques de fascinage, on en a vu ce matin, des talus
de grande ampleur qui peuvent être traitées. Donc voilà, il faut adapter la solution au chantier, mais il n'y a pas de limite théorique si la solution est adaptée, quoi.